Bonsoir Yves Cara, Bonsoir. porte-parole de l'Automobile Club Association. Ça vous étonne qu'une promesse électorale de retour aux 50 km/h ne suffise pas, mais contribue largement à l'élection d'un maire en France? Bah oui, c'est un sujet sensible. On l'a vu avec les 80 et 90 km/h. Je crois qu'il faut faire confiance aux élus, aux maires. Ils connaissent bien sa ville. S'il y avait un danger réel, d'abord c'est en concertation avec les riverains, bah, ils ne le feraient pas. Et puis sur certains axes à côté des écoles, tout ça, je dirais qu'on le fait spontanément parce qu'on est automobiliste, mais aussi on est piéton, puis on prend le vélo de temps en temps. Puis si c'est pas nous, c'est nos enfants. Donc de toute façon, on ne peut pas être égoïste en disant je vais rouler à 100 km/h en ville. On adapte notre vitesse et c'est toute notre philosophie. C'est dire, vous l'avez dit, si le sujet de la limitation des vitesses est sensible en France. On a pu le vérifier encore récemment avec le spectre d'une limitation 110 km/h. à 110 km/h sur les autoroutes. C'était l'une des 149 propositions de la Convention citoyenne, aussitôt rejetée par Emmanuel Macron, remis sur la table par une pétition d'une dizaine de personnalités qui s'engagent d'elles-mêmes à ne pas dépasser les 110 sur autoroute. Mesure qui a un bénéfice immédiat contre le réchauffement climatique. Et certaines associations de défense des automobilistes répondent que cette mesure n'aurait aucun gain sur les émissions de CO2 et que ce serait juste une mesure autophobe de plus. Il y a de l'autophobie en France ? Oui, 110 km/h, mais même 90 sur autoroute entre deux camions sur la file de droite, il n'y a pas de souci. Nous, on est pour. Ça doit être un choix et pas une loi. C'est-à-dire que si on a envie de rouler à 110, si on a envie de rouler à 90, mais si on a envie aussi de rouler à 130, eh ben on doit pouvoir le faire, qui peut le plus, peut le moins. Et il faut savoir que déjà la vitesse moyenne sur autoroute... Il faut quand même réglementer les vitesses sur les routes, non ? 130. Et si on veut rouler moins vite, on roule moins vite, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que la vitesse moyenne sur autoroute, déjà, on est plutôt aux alentours de 115 km/h, d'accord, en moyenne. Vous faites un Paris-Bordeaux, vous avez des travaux, vous traversez Tours, vous avez des autoroutes périurbaines. Donc si vous enlevez 20 km/h, on va être à moins de 100 km/h. Est-ce que ça va valoir la peine de payer une autoroute pour rouler à moins de 100 km/h? Ça vaut peut-être la peine pour décarboner nos modes de transport. Oui, mais vous savez, l'éco-conduite, nous, on en parle depuis très longtemps à l'Automobile Club Association, et ça ne doit pas être juste sur l'autoroute. Ça doit être une conduite intelligente, où on anticipe, où on n'accélère pas bêtement pour gagner 30 secondes sur un trajet, où on respecte les autres, donc on fait attention. S'il y a un feu qui est loin, qui est au vert, mais qui va passer au rouge, on lève le pied. C'est pas seulement sur l'autoroute. Et puis si vous faites 1 heure à 110 km/h, mais que vous mettez 5 coups d'accélérateur un peu fort pour doubler un camion ou autre, votre bénéfice, il est perdu. Donc ça doit être tout le temps, en fait, l'éco-conduite. Pas seulement sur autoroute à 110. Il y a la limitation de vitesse et puis il y a la mise en place de zones à faibles émissions, les fameuses ZFE, au sein desquelles les véhicules les plus polluants seront progressivement interdits d'accès, ce qui fait craindre à certains élus un souffle insurrectionnel. C'est le terme utilisé dans le Figaro la semaine dernière. D'ici 2025, il y a 53 métropoles qui seront concernées. C'est déjà le cas. 43, je crois. 43, c'est déjà le cas à Rouen. Écoutez la réaction des automobilistes. Sur son pare-brise, pas de vignette. Elle circule avec son vieux véhicule, pourtant interdit. Elle affirme ne pas avoir les moyens d'en changer. Je vais avoir des amendes, j'imagine, mais j'ai pas d'autre solution. Les transports en commun ici s'arrêtent quand même à une certaine heure, donc voilà, sinon on sort plus, on reste chez soi. C'est la permission de minuit pour les gens qui n'ont pas d'argent, en fait. Autour de Rouen, 13 communes ont rejoint la zone à faible émission. Mais le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray l'a refusé. Ici, un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Plus la population est modeste, plus le nombre de véhicules qui seraient exclus finalement de la ZFE est très élevé. Plutôt que de l'écologie punitive, il faut pouvoir aider vraiment davantage les gens. C'est de l'écologie punitive ? Complètement. Alors les ZFE, nous, à l'Automobile Club Association, dès le départ, on a été contre, parce qu'il y avait une évidence que ça allait créer des tensions sociales et qu'on allait exclure... Vous savez, on a tous envie de rouler en critère 1 dans une grosse voiture qui va bien, tout ça, mais quand on n'a pas toujours les moyens. Vous savez, avec le Covid, on a beaucoup parlé de bénéfice-risque. Ben là, c'est bénéfice-inconvénient. Inconvénient maximum, pour celui qui a un critère 4 ou 5 qui habite loin parce qu'il n'a pas les moyens d'habiter en ville, mais qui travaille en ville. Bénéfice quasi nul. Parce qu'il n'y a pas d'études qui prouvent que lorsqu'on a mis en place une ZFE, il n'y a pas d'études qui prouvent que lorsqu'on a mis en place une ZFE, il y a eu un impact conséquent grâce à cette mise en place de ZFE sur la pollution. Donc, bénéfice-inconvénient. Il y a des exemples à Lisbonne, par exemple, au Portugal. Ces zones entraînent la réduction des émissions de PM10 de 20%, des oxydes d'azote de 8 mm en un an. Enfin, si, il y a quand même des exemples à l'étranger. Oui, mais est-ce qu'on est sûr que c'est grâce à la ZFE? Il y a plein de mesures qui sont mises en place. Et peut-être que... Elles y contribuent. Elles y contribuent peut-être, mais on n'a pas de certitude. Jean-Luc Bourlanges. Oui, moi je crois qu'il y a quand même un problème fondamental d'égalité.
je pense qu'on ne peut pas nier que c'est bien d'éliminer des véhicules qui émettent plus de carbone que les autres. Mais il est absolument évident que la traduction sociale est tout à fait claire. Et les gens qui sont pénalisés sont ceux qui ont des petits revenus, des petits véhicules. Alors, je ne sais pas si c'est les zones ou pas, mais en tout cas, est-ce qu'on fait disparaître ces véhicules? Si on fait disparaître ces véhicules, par quoi on les remplace? Et comment les gens concernés pourront les remplacer? C'est pour ça, personnellement, je trouve qu'on ne peut pas mener une grande politique, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, sans prendre véritablement en compte les effets de redistribution. Je pense qu'il y a des moyens qui seraient assez clairs. Ça ne consiste pas d'ailleurs à subventionner l'essence. Subventionner l'essence, c'est idiot, parce que ça empêche le signal prix de jouer, mais vous pourriez donner de l'argent aux gens. Et avec cet argent, ils s'achèteraient de l'essence s'ils voudraient cher, s'ils le voulaient, ou ils feraient autre chose. Et ils pourraient s'acheter des véhicules. Donc, de toute manière, je ne pense pas qu'on puisse lutter efficacement contre pour la décarbonation sans avoir une action sociale de redistribution. C'est très difficile à mettre en place. C'est pour ça que je suis personnellement favorable, mais je n'arrive pas à convaincre beaucoup de monde, à une forme de revenu universel, c'est-à-dire qu'on donnerait à chacun une somme forfaitaire à tout le monde, depuis M. Arnault jusqu'au plus pauvre, et ça serait payé par un prélèvement proportionnel sur les revenus. En d'autres termes, vous auriez une distribution importante d'argent, et avec ça, ça couvrirait le manque à gagner, les pertes très nettes de revenus pour ceux qui font les efforts requis. Donc je crois qu'on ne peut pas éviter la dimension sociale de cet aspect, sinon on se plantera magistralement dans les années qui viennent. En parlant d'aide, depuis ce matin, c'est la fin des ristournes dans les stations essence. Donc, la fin, ça passe de 36 centimes de ristourne à seulement 10 centimes du côté de l'État. L'État qui se félicite d'avoir donné un bon coup de pouce aux automobilistes. Ce dispositif, il aura permis, sur toute la durée de l'année 2022, une économie moyenne pour un automobiliste français de 120 €, auquel s'ajoutent 40 € pour la remise totale pour ceux qui se sont approvisionnés dans des stations Total. Derrière l'automobiliste qui fait le plein, il y a le contribuable qui paye. Et en l'occurrence, le contribuable des années à venir. Et donc, ce dispositif, nous l'avons toujours dit, avait vocation à être ciblé et temporaire, ciblé dans le temps. Gouverner, c'est choisir et c'est prendre ses responsabilités. Il y a une ristourne, en effet, qui a été importante, 50 centimes par litre. Je rappelle, aucun pays européen n'a fait cela et c'était nécessaire, nous l'avons fait, qui coûte cher à l'État et donc aux contribuables, aux Français à la fin. Et on a toujours dit qu'il fallait en sortir progressivement d'ici la fin de l'année. C'était un bon coup de pouce pour les automobilistes? Oui, c'est toujours une aide appréciable. Là, en venant, j'ai vu quand même un litre à 2,72 quand même. Bon, on est dans Paris. Là, on est en Paris. Là, on est au taquet. Enfin, c'est vrai, mais il faut quand même rappeler qu'on est quand même à un peu plus de 50% de taxes sur un produit essentiel qui est le carburant. Donc, plutôt que de nous en prendre beaucoup et de nous en redonner un peu, si on en prend moins directement dans la poche des Français, ça ira pas dans un paradis fiscal, ça ira dans l'économie française. Et je trouve le système un petit peu plus simple, à mon avis. Le délire fiscal, on en parle depuis très longtemps, l'Automobile Club Association, au niveau du carburant. Alors, le gouvernement, lui, prépare un nouveau dispositif. Alors, ce n'est pas de baisser les taxes, ce serait de donner des aides aux gros rouleurs. 11 millions de foyers pourraient être concernés. Ça serait une bonne idée? Quand on crée des frontières, on crée des injustices. Et un gros rouleur qui va être 100 km de moins par rapport à ce qu'un gros rouleur, il ne va pas avoir l'avantage, ça crée une usine à gaz et ça crée des mécontentements et de l'injustice. Et on n'est pas vraiment pour. Il faut quand même... Si on baisse le prix de l'essence, on encouragera le recours à l'essence. Donc, à mon avis, on doit avoir une politique assez stricte au point de vue, quelle que soit la forme que ça prend. Mais en revanche, aider les gens aux revenus. Et les gens, avec ça, ils feront ce qu'ils voudront. Ils achèteront de l'essence s'ils veulent, ou ils trouveront d'autres moyens de locomotion et ils utiliseront l'argent qu'on leur a donné pour faire autre chose. C'est comme ça qu'on n'aura pas cet effet absurde qui consiste alors qu'on veut réduire la consommation de pétrole, de la subventionner, ce qui est quand même une politique de gribouille. Dernière question, Pierre. Le 27 octobre dernier, l'Union européenne a entériné la fin des véhicules neufs à moteur thermique pour 2035. Et selon vous,
c'est une erreur. La solution, c'est plutôt de travailler sur l'alternative au pétrole. Complètement. Il y a une clause de revoyure en 2026. Absolument. Pour 2035, voir comment les choses vont évoluer. En fait, on se trompe de cible. Ce n'est pas le moteur thermique le problème, c'est le pétrole. Vous savez, par exemple, la Formule 1, en 2026, il y aura autant d'énergie dans le moteur électrique que dans le moteur thermique, et il n'y aura pas une goutte de pétrole. On sait faire du carburant liquide non carboné. Le superéthanol, le E85, il n'y a que 15% de pétrole dedans. On s'en approche. On peut faire... Il nous faut juste un carburant qui provoque une étincelle, qui fasse redescendre un piston et qui non mais c'est vrai, et qui donne quasiment pas de polluants à la sortie du pot d'échappement. On sait faire depuis longtemps. Donc plutôt que de tomber d'une dépendance au pétrole à une dépendance aux terres rares avec les Asiatiques qui est beaucoup plus contraignante, on aurait dû profiter de ce moment historique avec les députés européens pour dire on garde le moteur thermique, les ingénieurs, dites-nous ce que vous voulez mettre dedans pour que ça pollue moins. Ça peut être du superéthanol, ça peut être de l'hydrogène, du carburant liquide non carboné, du biogaz, du biodiesel, ce que vous voulez. Et on aurait pu rentrer dans une dépendance énergétique en produisant, pourquoi pas local, avec de la biomasse, sans emprunter du tout des terres agricoles. Et on a raté un petit peu on s'est trompé de cible. Le moteur thermique à la place du pétrole, c'est assez inexplicable. Je suis très rapidement là-dessus. Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Tout à fait. Je pense que pour un homme politique, ça n'est pas son rôle de choisir une technique. C'est son rôle de définir un objectif. Et ensuite, c'est ce qu'a dit M. Breton, le commissaire, qui de ce point de vue-là a introduit de la souplesse. De façon, on dit voilà ce qu'on a comme objectif en termes de réduction de carbone. Et ensuite, la technique joue. On a 1000 techniques possibles et ça doit jouer comme ça. Mais on ne tiendra pas sur un mécanisme rigide en disant il n'y aura plus de moteur thermique à partir de tel... C'est pas pour rien. D'ailleurs, qu'on a inventé la clause de revoyure. C'est Breton qui s'est battu pour justement. Mais il a bien raison. Il a bien raison sur ce plan-là. Et c'est pas une abdication, c'est une modulation. Monsieur le Président, pardon. Vraiment d'un mot. Ouais, on parle que des voitures utilitaires ou légères ou que des voitures particulières. Mais tous les autres moteurs thermiques, les avions, les engins militaires, les bateaux, tout ça, on n'en parle pas. Mais parce que la voiture, c'est le plus polluant. Ben non. Ah mais non, mais alors, loin de là, c'est pas le plus polluant du tout. À toutes les voitures particulières européennes, on est très très loin d'être les plus polluants.